Vous l'avez encore fait hier soir. Ce geste si banal, si anodin, remplir ce grand verre d'eau posé sur la table de nuit ou boire cette dernière gorgée depuis la cuisine avant d'éteindre la lumière. Vous vous dites que c'est bien, que vous prenez soin de vous, que l'hydratation, c'est la santé. Et là, à 2 heures du matin, vous ouvrez les yeux, la vessie tire. Vous vous levez, vous allez aux toilettes, vous revenez au lit. Peut-être que vous vous rendormez rapidement, peut-être pas. Puis à 4 heures, c'est reparti. Et demain matin, vous serez épuisé, irritable, et vous ne saurez pas vraiment pourquoi votre propre corps vous fait ça. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit sur l'hydratation. Parce que le problème n'est pas combien vous buvez, le problème, c'est quand vous buvez. Et il y a une heure précise que je vais vous donner dans quelques minutes, après laquelle l'eau que vous consommez ne va plus hydrater vos cellules. Elle va directement vers votre vessie. Et si votre prostate est déjà fragilisée, cette combinaison devient explosive. Je m'appelle Jean-Luc Renard, je suis médecin spécialisé en médecine naturelle et au fil de plus de 25 ans de pratique, j'ai accompagné des centaines d'hommes qui pensaient que leur unique problème était leur prostate. Certains l'avaient effectivement, mais beaucoup d'entre eux avaient surtout un problème de timing, un simple problème d'horloge biologique. Et quand on corrigeait ça, leur nuit changeait en 2 semaines, parfois moins. Avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question que personne ne vous a encore posée. Est-ce que vous savez exactement à quelle heure votre corps cesse de produire efficacement l'hormone qui empêche vos reins de fabriquer de l'urine pendant la nuit? Parce que cette hormone existe, elle s'appelle la vasopressine. Et si vous buvez au mauvais moment, vous la court-circuitez complètement. Je vous explique tout ça très précisément dans un instant, mais d'abord, comprenons ensemble pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous vous levez la nuit, 1 fois, 2 fois, parfois 3 ou 4. Vous connaissez le chemin par cœur maintenant, les yeux mi-clos, les pieds froids sur le carrelage, ce trajet automatique que votre corps effectue presque sans que votre cerveau soit vraiment réveillé. Sauf que votre cerveau, lui, s'est réveillé. Et il met du temps à se rendormir. Et après des années de ça, la fatigue s'accumule différemment. Ce n'est pas la fatigue d'une nuit blanche, c'est une fatigue creuse, chronique, une fatigue qui s'installe dans les os et dans le caractère. Médicalement, ça s'appelle la nicturie, ce besoin d'uriner au moins 1 fois par nuit qui perturbe le sommeil. Mais quand vous en êtes à 2 ou 3 interruptions, on parle d'une nicturie significative. Et chez les hommes de plus de 50 ans, elle touche environ 60% d'entre nous. 60%. Ce n'est pas une anomalie rare, c'est une épidémie silencieuse dont personne ne parle vraiment, parce que les hommes n'en parlent pas. La plupart du temps, on vous explique que c'est la prostate. Et en partie, c'est vrai. Avec l'âge, sous l'effet de la dihydrotestostérone, la DHT, la prostate grossit progressivement. Elle exerce une pression sur l'urètre. Le flux urinaire diminue, la vidange de la vessie devient incomplète, et cette vessie qui reste à moitié pleine envoie des signaux d'alarme beaucoup plus facilement qu'une vessie correctement vidée. Votre corps pense qu'elle est pleine, alors qu'elle ne l'est qu'à moitié. C'est de la fausse alerte biologique, soir après soir. Mais voilà ce que la plupart des médecins généralistes n'ont tout simplement pas le temps de vous expliquer en 10 minutes de consultation. Il existe un deuxième mécanisme, totalement indépendant de la prostate, qui amplifie ce problème de manière dramatique. Et ce mécanisme, c'est vous qui le déclenchez chaque soir, souvent sans le savoir, avec les meilleures intentions du monde. Votre corps possède une horloge interne extrêmement précise, ce qu'on appelle le rythme circadien. Cette horloge régule des dizaines de fonctions physiologiques, dont la production d'une hormone appelée vasopressine, aussi connue sous le nom d'hormones antidiurétiques. En temps normal, quand cette horloge fonctionne correctement, la production de vasopressine augmente progressivement en soirée et culmine pendant la nuit. Son rôle est simple et fondamental. Dire à vos reins de ralentir significativement la production d'urine. C'est le mécanisme naturel qui vous permettait, dans des conditions idéales, de dormir 7 ou 8 heures d'affilée sans vous lever. Le problème, c'est que cette horloge se dérègle. Par le stress chronique, par la lumière des écrans le soir, par les repas tardifs et surtout par la consommation de liquide au mauvais moment.
Parce que quand vous buvez de l'eau tard le soir, vos reins reçoivent un signal d'activité directe. Ils se mettent au travail. Et cette activité vient contrebalancer, neutraliser l'effet de la vasopressine. Résultat, votre corps produit activement de l'urine à une heure où il est censé être en mode veille complète. Et si votre prostate comprime déjà un peu l'urètre, si votre vessie est déjà hyper réactive et sensibilisée par des années d'irritation, ce surplus d'urine ne met pas longtemps à déclencher le réveil. Vous n'avez pas seulement un problème de prostate. Vous avez un problème de prostate aggravé par un problème d'horloge biologique que vous perturbez vous-même chaque soir. Et les deux ensemble, c'est précisément ce qui vous vole votre sommeil, votre énergie et une partie de votre qualité de vie. Ce que j'ai constaté sur des centaines de patients au fil des années, c'est que corriger uniquement la prostate sans corriger le timing de l'hydratation donne des résultats très partiels. Et corriger uniquement le timing sans s'occuper de la prostate, ça aide réellement, mais pas suffisamment sur le long terme. Il faut traiter les deux variables ensemble. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, étape par étape. Permettez-moi de me présenter un peu plus complètement, parce que vous méritez de comprendre pourquoi j'aborde ce sujet de cette façon-là plutôt qu'une autre. J'ai débuté ma formation en médecine conventionnelle, comme tout le monde. Mais très tôt, quelque chose dans l'approche classique me manquait, cette obsession du symptôme au détriment de la cause. Un patient se lève 4 fois par nuit, on lui prescrit un alpha-bloquant. Peut-être que ça l'aide un peu, mais on ne lui demande jamais ce qu'il boit, ni quand. J'ai donc approfondi mes études en phytothérapie et en médecine intégrative, un domaine dans lequel la France a une tradition remarquable et souvent sous-estimée. Pensez aux travaux fondateurs de Jean Valnet, aux recherches menées par l'école lyonnaise sur les plantes médicinales, à toute cette richesse phytothérapeutique qu'on a parfois tendance à oublier au profit des molécules synthétiques. Depuis 25 ans, je reçois principalement des hommes à partir de la cinquantaine. Des hommes qui ont souvent fait le tour des spécialistes, qui ont des ordonnances dans leur tiroir et qui viennent me voir parce que quelque chose ne va toujours pas malgré tout ça. Et ce que j'ai appris de tous ces patients, c'est que les solutions les plus puissantes sont souvent les plus simples, à condition de comprendre le mécanisme précis qui se cache derrière. Je me souviens notamment d'un patient, Marcel, 62 ans, ingénieur à la retraite, quelqu'un de rigoureux et de méthodique, le genre d'homme qui buvait scrupuleusement 2 litres d'eau par jour, parce qu'il avait lu que c'était la recommandation officielle. Il était fier de son hydratation. Et il se levait 4 fois par nuit depuis 3 ans. Il avait essayé 2 médicaments différents, un complément à base de palme nain, rien n'avait vraiment fonctionné de manière durable. Quand il est venu me voir, en 10 minutes de conversation, j'avais compris ce qui se passait. Pas grâce à un examen sophistiqué, juste en lui posant une question simple. À quelle heure buvez-vous votre dernier verre d'eau ? Sa réponse m'a tout dit, juste avant d'aller dormir, pour être sûr d'avoir atteint son quota journalier. Là, le diagnostic était posé. Ce n'est pas un cas isolé. C'est en réalité l'une des erreurs les plus répandues que je rencontre. Et c'est précisément pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Alors, quelle est cette heure fatidique ? Quelle est la limite précise après laquelle boire de l'eau devient contre-productif pour votre sommeil ? La réponse directe, 2 à 3 heures avant de vous coucher. Si vous vous endormez habituellement vers 22 heures, votre dernière prise de liquide significative devrait se terminer vers 19 heures, 20 heures au plus tard. Mais ce n'est pas une règle arbitraire. Comprenons ensemble pourquoi ce délai est précisément celui-là. Vos reins mettent en moyenne entre 90 minutes et 2 heures pour filtrer un volume modéré d'eau et le convertir en urine prête à remplir la vessie. Quand vous buvez un grand verre d'eau à 21 heures, cette urine sera prête à déclencher votre envie vers 23 heures, exactement au moment où vous entrez dans votre première phase de sommeil profond. Si vous buvez à 22h30, ce sera à minuit et demi. Le calcul est simple, mécanique et parfaitement implacable. Ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est l'effet cumulatif de plusieurs facteurs simultanés. Si vous avez consommé un repas salé le soir et le sodium retient activement l'eau dans les tissus, si vous avez bu un verre de vin rouge, l'alcool est diurétique et inhibe précisément la vasopressine dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous avez pris un café après 16 heures,
La caféine agit directement sur les tubules rénaux avec un effet diurétique documenté. Alors l'impact sur votre nuit est multiplié de manière exponentielle. Chacun de ces facteurs seuls reste gérable. Ensemble, ils créent ce que j'appelle une tempête urinaire nocturne. Voici maintenant le protocole en 3 étapes que j'applique avec mes patients. Si vous le suivez avec rigueur pendant 14 jours consécutifs, vous allez constater une différence mesurable dans vos nuits. Première étape, le front-loading hydrique. C'est le changement le plus structurant de tout le protocole. L'idée est simple mais contre-intuitive. Buvez l'essentiel de vos liquides entre le réveil et 16 heures. Concrètement, au réveil, vous commencez par 200 à 300 ml d'eau tiède. Nous allons y revenir, car la température joue un rôle réel. Entre 9h et 15h, vous consommez la plus grande partie de votre hydratation journalière. Après 16h, vous réduisez progressivement. Après 19h, vous ne prenez plus que de petites gorgées ponctuelles si une vraie soif se manifeste. Quelques gorgées, pas un verre rempli. Deuxième étape, la règle des 3 heures de coupure. Je préfère le mot coupure à celui d'interdiction, parce que l'idée n'est pas de vous priver, c'est de respecter votre horloge biologique. 3 heures avant votre heure de coucher habituelle, vous posez définitivement votre verre. Si une soif intense persiste malgré tout après ce délai, rincez-vous la bouche et avalez quelques petites gorgées, pas plus de 50 ml. Cette soif vespérale intense est très souvent une fausse soif. C'est une réponse au sel du dîner. C'est parfois de l'anxiété somatisée. C'est souvent simplement une habitude conditionnée. Votre corps s'y adapte naturellement en moins d'1 semaine. Troisième étape, la restructuration des habitudes du soir. Voici les éléments qui sabotent vos nuits et que vous n'associez probablement pas encore directement à vos réveils. La soupe du soir, excellente nutritionnellement, mais consommée après 19h, elle ajoute facilement 300 à 500 ml de liquide à éliminer cette nuit-là. Les tisanes du soir. Oui, même les tisanes dites relaxantes. Certaines comme la verveine citronnée ou la camomille ont des propriétés légèrement diurétiques. Déplacez-les avant 18h. Et les fruits aqueux en soirée, pastèques, oranges, raisins, kiwis, ce sont des concentrés d'eau que vos reins vont devoir traiter précisément quand vous voulez dormir. Pensez à ce que ça représente concrètement quand ce protocole commence à fonctionner. Ne plus avoir à repérer mentalement les toilettes à chaque fois que vous entrez quelque part. Ne plus refuser de partir en week-end chez des amis par peur des réveils répétés. Ne plus se réveiller à 3 heures du matin avec cette sensation sourde et pesante que votre corps vous trahit. Ces hommes que je reçois en consultation, ce n'est pas uniquement leur sommeil qui souffre. C'est leur liberté, leur spontanéité, leur confiance dans leur propre biologie. Et quand le protocole fonctionne, le changement ressenti dépasse largement la nuit récupérée. Ils retrouvent quelque chose qu'ils avaient perdu progressivement, sans même vraiment s'en apercevoir. C'est à ce stade que j'encourage systématiquement mes patients à structurer leur suivi, parce que ce qui ne se mesure pas rigoureusement ne s'améliore pas durablement. Il y a une application que j'utilise avec eux pour exactement cette raison. Elle s'appelle TomatoApp, elle permet de suivre les habitudes d'hydratation, de noter les réveils nocturnes et d'ajuster le protocole semaine après semaine en fonction des résultats observés. J'ai mis le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo si vous voulez y jeter un œil. C'est un outil que je recommande sincèrement à tous ceux qui veulent rester cohérents dans la durée. Continuons avec un aspect que la quasi-totalité des gens ignorent dans cette équation, la température de l'eau et son mode de consommation. L'eau froide, bu rapidement et en grande quantité, traverse le système digestif plus rapidement et atteint les reins plus vite. L'eau tiède, particulièrement en matinée, est absorbée différemment. Elle stimule également la motilité intestinale et peut réduire légèrement l'état inflammatoire des tissus pelviens. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la physiologie élémentaire, mais elle a un impact réel et mesurable sur le timing de la production urinaire nocturne. Abordons aussi la position de sommeil, un facteur que très peu de médecins mentionnent spontanément. Quand vous dormez parfaitement à plat dos, la pression hydrostatique dans vos vaisseaux rénaux se modifie significativement par rapport à la position debout. Les reins travaillent différemment, plus activement dans certains cas. Certains spécialistes recommandent une position légèrement inclinée, tête et épaules légèrement surélevées, pour les hommes souffrant de nicturie sévère.
Ce n'est pas une solution à elle seule, mais combinée au protocole d'hydratation, elle peut contribuer à une amélioration supplémentaire notable. Et parlons du sodium, parce que c'est peut-être la variable la plus sous-estimée de toutes. Le sel consommé le soir a un effet direct sur votre production nocturne d'urine que la majorité des hommes ne soupçonnent absolument pas. Une étude publiée dans le Clinical and Experimental Nephrology en 2017 a démontré que réduire la consommation de sel en soirée diminuait significativement le nombre de réveils nocturnes pour uriner chez des hommes souffrant de nicturie confirmée. Pas de médicaments, pas d'intervention, simplement moins de sel après 18 heures. Le mécanisme est limpide. Le sodium retient l'eau dans les tissus interstitiels pendant la journée. La nuit, quand vous êtes allongé et que la pression hydrostatique se redistribue, ce liquide accumulé est progressivement libéré et envoyé vers les reins. C'est ce qu'on appelle le phénomène de redistribution liquidienne nocturne. Si vous avez consommé de la charcuterie, des fromages très affinés ou une sauce très salée au dîner, vous avez littéralement programmé votre réveil nocturne, aussi sûrement que si vous aviez mis une alarme. Revenons à Marcel, parce que sa suite mérite d'être connue. Après notre première consultation, je lui ai donné exactement 2 consignes. Ne plus boire après 19h30 et réduire très significativement le sel du dîner. 2 semaines plus tard, il revenait à mon cabinet avec un carnet de notes, ingénieur un jour, ingénieur toujours, où il avait scrupuleusement consigné chaque nuit. La première semaine, il se levait encore 2 fois, la deuxième semaine, une seule fois. Après un mois complet, il dormait 5 nuits sur 7 sans aucun réveil. Pour lui, c'était une transformation totale d'existence. Parce que le problème ne s'arrêtait pas à la fatigue physique. Sa relation avec sa femme avait souffert de ces années d'insomnie, les tensions du matin, l'irritabilité chronique. Il refusait d'aller dormir chez leurs enfants par peur de déranger tout le monde la nuit. Il avait renoncé depuis longtemps au voyage en avion longue durée. Le sommeil, c'est aussi une liberté de vivre pleinement. Et la retrouver change tout. Absolument. Voici maintenant l'histoire de Robert, 68 ans, enseignant retraité, parce que son cas illustre une dimension radicalement différente de ce même problème. Robert avait une hypertrophie bénigne de la prostate diagnostiquée et confirmée par échographie, un volume prostatique d'environ 45 ml, ce qui est cliniquement significatif. Son urologue avait évoqué une possible intervention chirurgicale si la médication ne donnait pas de résultats suffisants. Robert était venu me consulter en cherchant une alternative naturelle sérieuse. Je lui ai dit d'emblée avec honnêteté, avec une prostate de ce volume, on ne va pas la réduire en 10 jours. La phytothérapie aide réellement. L'extrait de graines de courge, l'épilobe à petites fleurs, les stérols végétaux. Mais ça demande du temps et de la régularité. Ce qui peut changer rapidement, en revanche, c'est la gestion de l'hydratation. Robert avait une habitude particulièrement problématique. Il buvait une grande tisane chaude tous les soirs à 22 heures, juste avant de se coucher, parce qu'un ami bien intentionné lui avait dit que ça aidait la prostate. Cette tisane contenait de la prêle des champs, une plante dont les propriétés diurétiques sont pourtant très bien documentées dans la littérature phytothérapeutique. Robert se levait 5 fois par nuit, 5 fois. Simplement déplacer cette tisane à 16 heures et appliquer le protocole de front-loading hydrique, en 10 jours à peine, il n'avait plus que 2 réveils. Sa prostate n'avait pas changé d'1 millimètre, mais sa vie nocturne avait radicalement basculé. Ces 2 histoires, celle de Marcel et celle de Robert, illustrent quelque chose de fondamental que je veux graver dans votre mémoire. La prostate et le timing de l'hydratation sont 2 variables distinctes qui s'amplifient mutuellement. Traiter l'une sans corriger l'autre, c'est changer l'huile d'une voiture dont les 4 pneus sont à plat. Vous n'irez nulle part vraiment loin. Une étude publiée dans le Journal of Urology en 2021 a suivi 280 hommes souffrant de nicturie confirmée sur une période de 12 semaines consécutives. Le groupe ayant appliqué un protocole de restriction hydrique vespérale, c'est-à-dire une réduction structurée des liquides en soirée, a obtenu une réduction de 46% de leurs épisodes de nicturie, sans aucun médicament, juste avec le timing de l'hydratation. Le groupe contrôle, qui prenait un médicament anticholinergique sans modifier ses habitudes de boisson, n'a obtenu qu'une réduction de 22%.
Le simple fait de modifier le timing s'est révélé 2 fois plus efficace que le médicament pris isolément. Ces chiffres méritent qu'on s'y arrête un instant. Maintenant, je dois vous alerter sur une erreur très fréquente que je vois systématiquement quand les gens commencent ce type de protocole. Ils réduisent leur hydratation globale. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Si vous ne buvez pas suffisamment dans la journée, votre corps devient légèrement déshydraté. Or, une urine concentrée irrite davantage la muqueuse de la vessie et peut paradoxalement aggraver les urgences mictionnelles nocturnes. L'objectif n'est absolument pas de boire moins en volume total, c'est de boire différemment en termes de répartition temporelle. Le volume quotidien reste d'1,5 litre à 2 litres. C'est uniquement la distribution dans la journée qui change. Et voici l'erreur numéro 2, presque aussi répandue. Croire que le thé vert du matin est équivalent à de l'eau. Le thé vert contient de la caféine, certes moins que le café, mais suffisamment pour exercer un léger effet diurétique via les tubules rénaux. En matinée, le timing étant favorable, ce n'est pas problématique. Mais substituer intégralement l'eau par du thé vert toute la journée prive vos cellules d'une hydratation pure et optimale. Gardez le thé vert pour le matin en complément, l'eau pure pour le reste de la journée jusqu'à 16 heures. Je veux maintenant vous donner 3 ajustements pratiques que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui, parce que la compréhension sans l'action ne change absolument rien à votre réalité nocturne. Premier ajustement, le rituel hydrique du réveil. Au lieu de commencer votre journée par un café, je sais, pour beaucoup d'entre vous, c'est une habitude sacrée, quasi identitaire. Commencez par 200 à 300 ml d'eau tiède avec un filet de jus de citron frais. Ce geste accomplit 2 choses simultanément. Il réhydrate en profondeur vos cellules après 6 à 8 heures sans aucun apport liquide et il stimule la fonction rénale à un moment où votre corps est physiologiquement prêt à éliminer. Cette hydratation matinale est, biologiquement parlant, la plus efficace et la mieux assimilée de toute la journée. Deuxième ajustement, intégrer les bonnes plantes au bon moment de la journée. Il existe des plantes remarquables pour soutenir la santé prostatique que la phytothérapie française connaît et documente depuis des décennies. L'extrait de graines de courge, très bien étudié pour son action sur le tonus vésical. L'épilobe à petites fleurs, Epilobium parviflorum, dont les propriétés sont reconnues dans la médecine intégrative européenne. Et la racine d'ortie, Urtica dioica, qui a démontré dans plusieurs études contrôlées un effet modulateur sur la DHT. Ces plantes, qu'elles soient prises en tisane ou sous forme de complément, doivent impérativement être consommées le matin ou en début d'après-midi, jamais en soirée. Plusieurs de mes patients prenaient leur tisane de graines de courge à 22 heures, bien intentionnée, efficacement auto-sabotée. Troisième ajustement, ce que vous pouvez dire à votre médecin dès votre prochaine consultation. Beaucoup d'hommes n'osent pas aborder ce sujet en cabinet ou ne savent pas formuler leurs demandes de manière à obtenir une réponse vraiment utile. Voici exactement comment le dire. Demandez à évaluer ensemble si votre nicturie présente une composante de polyurie nocturne et si la tenue d'un journal mictionnel sur 48 heures serait pertinente. Ces 2 termes, polyurie nocturne et journal mictionnel, vont immédiatement signaler à votre médecin que vous avez réfléchi à la question et orienteront la consultation de manière beaucoup plus productive et précise. La polyurie nocturne se définit par le fait que plus de 33% de votre production urinaire totale sur 24 heures se concentre pendant la nuit. C'est exactement ce que le mauvais timing de l'hydratation provoque et entretient. Et une dernière chose sur laquelle je tiens à insister avant de conclure, la composition globale du dîner. Un repas riche en protéines animales, viande rouge en grande quantité, charcuterie, augmente significativement la charge acide que vos reins doivent filtrer et éliminer pendant la nuit. Cette charge acide augmentée stimule la filtration rénale nocturne et contribue directement à la production d'urine pendant que vous dormez. Un dîner léger, majoritairement végétal, pris avant 20 heures, est l'un des cadeaux les plus efficaces que vous puissiez faire à vos reins et par conséquent à votre sommeil. Je voudrais revenir à l'image avec laquelle nous avons commencé. Ce grand verre d'eau posé sur la table de nuit ou cette dernière gorgée prise dans la cuisine avant d'éteindre la lumière.
Ce geste que vous pensez bienveillant pour votre corps, et l'intention, elle, est juste. Mais votre corps a une horloge précise, millimétrique, qui régit des mécanismes hormonaux que des millions d'années d'évolution ont affinés. Et quand vous lui apportez des liquides au mauvais moment, vous perturbez ce mécanisme avec la régularité d'un métronome inversé. La bonne nouvelle, et je veux que vous repartiez avec cette certitude, c'est que cette horloge peut se resynchroniser rapidement. En 2 semaines, la grande majorité de mes patients constatent une amélioration mesurable et significative. En 1 mois, beaucoup ont transformé leur nuit de manière durable. Marcel dort maintenant. Il est allé voir ses petits-enfants le week-end dernier. Il a dormi chez eux, sans anxiété, sans planning mental autour des toilettes. Robert a repris l'avion pour un voyage en Italie qu'il avait annulé 2 fois par peur. Ces résultats ne sont pas des miracles, c'est de la physiologie respectée, de l'horloge biologique remise à l'heure. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous a apporté quelque chose de concret, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je publie un protocole de médecine naturelle construit sur des données solides et sur des années de pratique clinique réelle. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le suivi structuré de votre protocole d'hydratation et de vos nuits, j'ai laissé dans le commentaire épinglé ci-dessous le lien vers l'application que j'utilise avec mes patients. Il est là, en haut des commentaires. Vous ne pouvez pas le manquer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos nuits. On se retrouve très bientôt.